Alors, vous voulez vous asseoir, vous restez debout, comme vous voulez. Allez. Le numéro. Le numéro téléphone? Oui, c'est bon. j'ai appelé ça SOS dans le... Voilà. Tu leur dis qu'on prend 120 € chacun pour la consultation. Alors, pour la consultation, 120 €. Qui reçoit les SMS? Ah, il y a une personne qui reçoit des SMS. Je reviens à côté Alors, vos de questions, mon s'il vous plaît, JP. je peux passer les prendre. Oral, c'est bon. Ok. Ok, de toute façon, il y aura un témoignage. Ouais. Ouais. Ce ne sera pas en arabe, JP. Faut pas s'inquiéter. Bien. À vous. Je sais pas du tout par quoi commencer. Déjà, je vais me présenter. Certains me connaissent. Donc, je m'appelle Chénaï Konyali. Aujourd'hui, je travaille sur Montargis. J'ai complètement changé de métier. Justement, suite à ce burn-out. Enfin, on va l'appeler comme ça. J'ai encore du mal, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, j'étais chef de secteur dans la grande distribution spécialisée. Alors, une machine à compresser, enfin, des êtres humains, hein, j'appelle ça comme ça. J'y suis rentrée, j'étais toute jeune, 23 ans, on est super content, on a un poste de cadre, et puis on gagne un salaire, on trouve que c'est pas mal au départ, hein, parce qu'on n'a jamais vu autant de chiffres. Et finalement, quand on fait un rapport qualité-prix, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc 10 ans. 10 ans, on démarre par un petit magasin, ça se passe plutôt correctement, on apprend le management, on apprend un petit peu tout et on ne met pas la pression encore. Et puis au fur et à mesure où il y a une évolution professionnelle, et puis ça devient de plus en plus difficile, on nous demande des résultats. C'est comme on disait, moi je ne suis pas infirmière, mais j'étais manager, j'avais 15 à 20 salariés et ils me demandaient d'avoir des résultats avec des personnes où je n'avais pas le temps de leur parler, pas le temps de leur demander des choses, où du coup j'avais la hiérarchie qui me demandait des résultats et les salariés qui me demandaient des résultats parce qu'ils avaient besoin d'aller bien eux aussi, parce que ça devient de plus en plus compliqué au niveau des salaires aussi pour les salariés et les vendeurs. Et du coup, moi, je me suis retrouvée au milieu et tout le monde a appuyé et voilà, l'émotion. Et puis, ça éclate. Ça éclate avec des éléments extérieurs, moi, du coup, qui m'ont fait me faire rendre compte de ça, puisque du coup, on évolue dans tout ça, on ne se rend pas compte, hein, on continue. On passe à un autre magasin, on a 30 salariés, on a du chiffre. On est content parce qu'on se dit qu'on a quoi, 25-27 ans, on est cadre sup, on fait partie de la jeune génération qui cartonne, soi-disant. Et puis, je me suis retrouvée, du coup, coordinatrice internationale. Ça claque, hein. Et du coup, à 30 ans, coordinatrice internationale, évolution où je suis mutée en Turquie. Le doux rêve de retourner en Turquie alors que je suis en France. Mais bon, du coup, ça m'a complètement déstabilisée parce que, pour le coup, il n'y a plus rien à côté. C'est ce qu'on dit, hein, le burn-out, c'est ce que tu expliquais. À côté, moi, quand j'étais dans la grande distribution où c'était dur, il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait le sport, la danse. Enfin, il y a un entourage qui vous tient encore. Il y a encore quelque chose qui vous tient. Et du coup, en Turquie, à Istanbul, je connais personne, puis je connais pas Istanbul. Puis finalement, je sais pas très bien parler turc. Donc c'était plutôt épique. Je rigole maintenant, je rigolais pas du tout à l'époque. Et du coup, c'était devenu super difficile. J'étais obligée de prendre ma secrétaire pour aller à la banque parce que je savais pas dire virement. C'était plein de moments assez rigolos maintenant quand j'en parle, mais pas du tout sur le coup parce que je savais même pas payer ma facture d'EDF parce que ça s'appelle pas EDF déjà. Et que je savais pas où aller, je savais pas comment on faisait, donc du coup déstabilisée dans la vie de tous les jours. Et alors là, le boulot,
le boulot, toujours les chiffres, les résultats, être capable de faire 10 choses, 20 choses, 30 choses à la fois. Et puis en plus, quand on vous fait évoluer, on oublie de vous former aussi, parce qu'on se dit que vous êtes cadre, donc vous devez savoir vous former. Et jusqu'au jour où j'ai pas pu me lever. Et là, on arrête. Voilà. Je suis désolée. Comme un petit peu d'émotion. Voilà. Et puis, moi, j'ai pris la phrase faites un boulot que vous aimez et vous verrez, vous ne travaillerez plus jamais de votre vie. J'ai pris mon sac et j'ai dit salut, moi je m'en vais. Mais je le dis maintenant, mais je ne l'ai pas dit comme ça à l'époque non plus. J'ai appelé mes parents. Excusez-moi, je pense pas. Je vous en prie, prenez votre temps. Et je leur ai demandé de venir me chercher. À 30 balles, quand même. Je leur ai demandé de venir me chercher et c'est cool d'avoir des parents comme moi. Donc ils sont venus me chercher, ils étaient complètement perdus, ils ne comprenaient pas comment on pouvait, à cause du travail, arriver à ça. Dans un état, là, ça va super bien. Mais à l'époque, pas du tout. Et c'est comme on dit, on ne mange plus, il n'y a plus rien. Je pesais 43 kilos. Je prenais du Prozac comme du bonbon. Et du coup, c'est bien d'avoir une famille, c'est bien de se poser sur eux. Et ils sont venus me chercher, je suis rentrée avec une valise à 30 ans à Montargis. Alors l'échec, vous imaginez le cadre sup, la d'Istanbul qui rentre à Montargis avec son sac à dos, j'ai plus rien. Je n'avais plus rien. Tous mes meubles, tout est parti en dépôt, je n'avais plus rien de ma vie. Et puis finalement on se construit et on se reconstruit heureusement. Parce que... Et je ne pensais pas encore que j'avais encore beaucoup d'émotions, je suis désolée. Mais c'est là, ça fait partie de ma vie et c'est encore beaucoup d'émotions. Donc voilà. Donc voilà moi mon expérience. Moi je sais que ce qui m'a permis de me relever, c'est d'accepter cette émotion parce qu'elle est encore là et elle sera encore certainement là tout le temps. Parce que c'est moi et ça fait partie de moi. Mais voilà, j'ai des parents formidables qui m'ont aidé à me relever. J'ai des amis aussi qui m'ont aidé à me relever. Et puis depuis, ça va faire maintenant 6 ans, 7 ans et plus, je suis plus mon âge. Et puis j'ai peut-être pas envie de le dire finalement. Depuis, j'apprends surtout à dire non. Et c'est là où c'est encore super difficile, où on a encore appuyé sur les émotions. Savoir dire non quand on va trop loin, quand se protéger. Et on ne sait pas tout le temps le faire, je ne sais toujours pas le faire comme j'aurais adoré, mais je sais que maintenant il faut que je sache dire stop quand c'est bon. Alors je ne suis plus cadre sup, mais je suis maman d'une petite fille et peut-être d'un petit garçon au mois de juillet, et j'ai la magie de vivre en famille, et voilà, c'est le plus important aujourd'hui. Et je fais un boulot où, c'est ce que je disais, tous les jours c'est magique et tous les jours je vis de la magie avec les gens. Et quand je sentirai que ça ne me correspond plus, il faut savoir, à un moment, faut savoir dire non. Voilà pour moi. Merci. Beaucoup d'émotions. Ouais. Voilà. Et puis j'espère que cette conférence vous apporte beaucoup du bien. Ouais. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure, tout s'enregistre dans le cerveau limbique. Vous allez réagir, la preuve, parce que vous avez ressenti la même chose que ce que vous avez ressenti avant. Donc vous allez intervenir après le deuxième intervenant. La deuxième intervenante, Madame Nagia. Allez-y. Voilà. Mais tu es forte, hein? Ah oui, oui. Parce que là, c'est, pouvoir venir ici et en parler aujourd'hui, voilà. ouais, c'est pas évident. C'est juste après.
Pour moi, au fait, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de burn-out dans le cadre professionnel, mais j'ai envie de parler surtout du burn-out maternel, de maman en général. On n'en parle pas assez. C'est un sujet qui est encore tabou. La maman elle doit être parfaite, elle doit assurer à l'extérieur, à l'intérieur. Les enfants doivent être bien éduqués, les enfants doivent faire une bonne scolarité. Et puis du coup, on a envie que tout soit parfait. Sauf qu'on veut une famille parfaite, des enfants parfaits, une vie professionnelle épanouie, mais sauf que la perfection n'existe pas, ou très peu. Alors nos enfants ne seront pas tous les saints, mais c'est pas grave, hein, notre maison n'est pas non plus nickel tous les jours. Si en soir on sort des pizzas surgelées, ben, c'est pas la fin du monde. Si le ménage n'est pas fait, bah, tant pis, c'est pas grave, on repose ça demain, voire après-demain. Mais est-ce que justement on prend le temps d'être en famille, de discuter? Est-ce qu'on prend le temps pour soi, pour se charger les batteries? Parce que tant que nous on n'est pas bien, nous les mamans, ben, on ne peut pas être bien avec notre famille. Alors on n'est pas des super-héros. Et puis, effectivement, on a le droit de dire stop. Bah, ce soir, j'ai pas envie de faire à manger. Stop, bah non, bah, je ne vais pas faire la vaisselle ce soir. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai qu'on se donne trop la pression. Et des fois, je me rends compte, je suis maman solo. J'ai 3 magnifiques enfants. Tout va bien, j'ai un travail que j'adore. J'essaie de mener tout de front, mais c'est pas évident. Puis des fois, je me dis, bah, stop, il faut prendre un peu de temps pour soi. Je ne prends pas encore assez, mais il faut que j'essaie justement moi aussi de... Il faut que j'essaie de penser à moi pour pouvoir bien m'occuper de ma petite famille. Donc, ce qui est primordial. Voilà, du coup, l'épuisement physique, je connais, moral, je connais aussi. Et c'est pas évident tous les jours de trouver les 2 francs. On essaye, il faut être forte, c'est pas toujours facile. Donc, je voulais dire aux parents qui sont, enfin surtout aux papas ou aux maris qui sont présents, c'est important de dire aussi aux mamans merci d'avoir préparé ce repas. Merci d'avoir fait tourner la machine. C'est des petits riens, mais qui font un tout. Parce qu'on demande beaucoup de choses à la maman, beaucoup plus qu'au papa. De nos jours, pratiquement toutes les mamans travaillent. Mais voilà, donc un travail à l'extérieur, 8 heures, mais il faut aussi rentrer, attaquer un deuxième boulot, s'occuper la plupart du temps de tout ce qui est administratif. C'est plus souvent les mamans qui s'en occupent. Voilà. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais voilà, j'avais envie de dire un petit mot par rapport à ça. Et puis, bravo aux mamans. Bravo, maman. Bravo. On applaudit, vraiment. Merci bien. Notre troisième et dernier témoignage. Faut pas dire que je vous tabasse en cours, Jean-Pierre. Comment? Faut pas dire que je vous tabasse en cours. Allez-y. J'ai canou. C'est le burn-out de l'élève. Moi, je crains. Voilà, aujourd'hui. Merci. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Dépé et je suis un Montargois d'origine, mais j'ai passé toute ma vie professionnelle, c'est-à-dire les 2 tiers de ma vie, à l'étranger, comme enseignant. Donc la première remarque que je pourrais faire, c'est que les problèmes qui ont été montrés, décrits ici par les intervenants de cette conférence, ce sont des problèmes qu'on retrouve partout. Déguisés parfois sous des extériorisations parfois un peu différentes. Donc, comme j'étais dans l'Europe du Nord, en Finlande,
tous ces pays protestants du nord de l'Europe, ils transforment leur stress, leur mal-être, très souvent par des addictions à l'alcool. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas seulement des problèmes d'alcoolisme, c'est aussi des problèmes psychiques, etc. Quand je suis arrivé en Finlande la première fois, est-ce que je vais oser dire quand? Oui, à moi, ça peut me poser un problème. C'était en 69, fin janvier 69. Et la Finlande, à cette époque-là, c'était pas un pays que les gens connaissaient. Ils avaient entendu parler de la Finlande à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, avec les champions olympiques, par Nurmi, par exemple, qui était un grand coureur de marathon et de courses d'endurance. Mais c'est tout. On savait simplement qu'à la rigueur, c'était au nord, c'est-à-dire au nord de la Hollande. Ah oui, 2000 km encore plus loin quand même. Que c'est en hiver qu'il fait très froid, qu'il y a de la neige. Et c'est tout. Ce que j'ai découvert, moi j'ai trouvé de la neige, 1 mètre, et c'était exceptionnel. Normalement c'était 50 cm. Du froid, moins 22, moins 23. Un froid normal, fin janvier, début février, c'est moins 10, moins 15. Et quand ici il fait moins 2, moins 3, moi je rigole, parce que je suis bien. Pour tous les Français, c'est la catastrophe. Mais donc il y a des changements d'échelle à voir. Mais ce qui m'a choqué, c'est pas tellement le froid plus extrême auquel je n'avais jamais été présenté, mais c'était que dans les relations sociales, dans les relations entre les gens, où on me disait que la société finlandaise était une société égalitaire. Mais je voyais quand même, quand je rentrais de ce qu'on appelle le restaurant en Finlande, c'est-à-dire l'établissement où on va le soir pour se boire une ou plusieurs bières. Certains dépassent le nombre de 3 bières et des verres d'alcool. Et quand ils sortaient, surtout ces hommes, ils sortaient avec leur petit ami, même dans le milieu étudiant, quel que soit le milieu, c'était pareil. Et ces hommes qui sortaient, plus ou moins méchus, avec leur petit ami, avec leur femme, je les voyais au milieu de la nuit, à 2 heures, à un carrefour, tout d'un coup, le mec se retournait et plaf, donnait une gifle ou un coup de poing à sa compagne qui en tombait par terre. Je n'avais jamais vu ça en France. Ça existait certainement, ça, malheureusement, je le crois aussi. Mais je n'avais jamais vu comme ça se présenter à moi ce genre de spectacle. Un autre aspect, c'est que ces problèmes dus à l'école, on les retrouvait dans le milieu universitaire, parmi les étudiants ou parmi les enseignants, parce que le travail qui était demandé aux étudiants, le travail demandé ou exigé pour obtenir un poste à l'université, c'était un travail extrêmement dur, très long. En France, pour être professeur de langue, il fallait 4 années d'études, normalement. En Finlande, c'est au minimum 8 ans. Pour une raison simple, c'est que pour une population limitée, à l'époque 5 millions d'habitants, maintenant ils sont 6, un peu plus de 6 millions, le nombre d'enseignants ne pouvait pas être multiplié à l'infini. D'autre part, en Finlande, il y a 2 langues nationales qu'il faut absolument enseigner. La plus importante, c'est la langue finnoise, c'est la langue de la majorité de la population. Et la deuxième langue nationale, c'est le suédois, parce qu'il y a encore 3-4% de la population qui est de langue suédoise. Et la langue suédoise, au XIXe siècle, était la langue de la culture, la langue qu'il fallait absolument maîtriser pour pouvoir obtenir le moindre poste dans l'administration ou un poste qui évoluerait positivement dans une entreprise. Aujourd'hui, bon, c'est remis en cause par beaucoup de gens.
que la langue suédoise soit obligatoire. Il faut obtenir des degrés de connaissance, de compétences en langue suédoise, même si la personne va se retrouver dans un poste près de chez elle, dans le fin fond du nord-est de la Finlande, parce que c'est là où habite sa famille, et puis qu'il y a un poste de secrétaire à la mairie qui est disponible. Et là, il n'y a absolument personne qui a la langue suédoise comme langue maternelle. Mais la compétence reconnue officiellement en langue suédoise est exigée quand même pour obtenir le poste. Donc, ça peut, d'autre part, pour être enseignant de langue, il y a toujours des postes ouverts dans les collèges, les lycées, au moins aussi à l'université, sur 2 langues à enseigner. Le plus souvent, c'est l'anglais maintenant. Bon, ça fait finnois, anglais, suédois, anglais. L'allemand, le russe, même le français ont presque complètement, enfin, je dirais pas disparu, mais ont beaucoup diminué d'importance. C'est l'espagnol, à cause des possibilités, grâce aux possibilités de développement de relations commerciales, industrielles avec l'Amérique du Sud. Le chinois aussi. Pourquoi? Parce que l'ambassade de Chine paye les enseignants qui vont travailler dans les 3 ou 4 universités finlandaises les plus importantes. Le japonais, qui était il y a 20 ans ou 30 ans la langue de l'avenir, parce qu'à cette époque-là, le Japon, c'était la puissance qui allait, économiquement parlant, industriellement parlant, faire tomber tout le reste. Les Japonais ont acheté des entreprises automobiles finlandaises, pas finlandaises, américaines. Mais pourtant, bon, la langue japonaise n'a jamais été enseignée, ni en France, ni en Finlande, ni ailleurs dans les pays européens, comme une langue absolument nécessaire, dont la connaissance et la pratique soient absolument utiles pour développer quelque chose. Le japonais en Finlande, actuellement, n'est presque plus enseigné. Et le chinois, oui, parce que les Chinois payent leurs enseignants de chinois, un peu partout dans le monde. Le travail des étudiants finlandais, c'est un travail dur. Ceux qui étudient des matières non linguistiques pour devenir médecin, pour devenir ingénieur, pour devenir commercial, ce sont des gens qui sont presque toujours obligés d'étudier plusieurs langues. Bon, il y a les 2 langues nationales plus l'anglais. C'est pratiquement obligatoire. Sans anglais, on ne peut rien faire. Mais il y a ceux qui veulent essayer de trouver la voie un petit peu plus ouverte, qui donnent d'autres possibilités. Donc, ces personnes-là étudient aussi le français, ou l'espagnol, ou l'italien, ou le japonais, puis de plus en plus le chinois. Mais toutes ces heures d'apprentissage de ces langues supplémentaires, ça s'ajoute à leur cursus dans leur matière d'études principales, que ce soit les sciences économiques, que ce soit le commerce, que ce soit des études d'ingénieur ou autres. Donc ça donne des horaires de travail pour les étudiants qui sont vraiment incommensurables. Pour les enseignants, les problèmes, c'est trouver le poste. Pour trouver un poste à l'université, par exemple, il faut bien sûr être meilleur que les copains qui ont fait les mêmes études dans les mêmes universités. Il faut trouver des trucs. Il faut trouver les compétences spécifiques qui permettent de se distinguer des autres et d'être ou de sembler être meilleur dans le futur poste que les autres. Et j'ai des amis qui ont fait des études d'histoire. Eh bien, un en particulier, qui n'est jamais devenu professeur d'histoire à l'université. Il en avait les capacités. Je connais 3 de ses collègues d'études qui sont devenus professeurs d'université. Heikki, lui, non. Il est resté ce qu'on appelle lecteur, ou lecteur, je ne sais pas comment dire en français,
lectori. Vous parlez finnois correctement? Donc, lecteur supérieur, ça correspond peut-être à... Maître assistant ou assistant? Maître assistant, ce serait... On cherche. Mais bon, c'est les maîtres assistants maintenant. Notoriété. Assistant, par les maîtres assistants et conférenciers. Donc, parmi le personnel de l'université, il y a beaucoup de frustration, de gens qui sont frustrés. Parmi les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui sont usés, qui essayent, certains qui transforment leur burn-out, parce qu'on a vu des étudiants obligés de s'arrêter dans leurs études parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre le cursus, ils n'arrivaient plus à suivre. Et heureusement, le cursus des études en Finlande, c'est un cursus assez souple. On ne travaille pas par année universitaire, mais par nombre de résultats dans différentes matières au programme. Donc ça permet de moduler un petit peu la vitesse de progression. Il y a certains qu'on appelle les professeurs fusés, ou les étudiants fusés, qui ont fait en 3 mois, du mois de septembre au mois de décembre, l'équivalent d'une année et demie de travail pour un étudiant ordinaire. Donc, ce sont des personnalités exceptionnelles. Pour les étudiants normaux, ordinaires, ça demande un temps très long d'études qu'il faut financer. Il y a un système pour financer les études en Finlande qui est le système des bourses, qui n'est pas très développé, mais surtout il est complété par un système de prêt bancaire garanti par l'État, ce qui permet aux étudiants, une fois installés dans leur profession, de pouvoir rembourser petit à petit, sans avoir des taux d'intérêt trop importants. Mais les étudiants qui ont des problèmes, alcool, burn-out, fatigue générale, ils avancent moins vite dans leurs études que les autres. Donc les emprunts qu'ils font par les banques s'accumulent. Et il faudra toujours un jour rembourser tout ça. Et là, ça devient aussi un gros stress. Il y a des étudiants qui étaient extrêmement brillants, qui faisaient du français, qui n'était pas une langue obligatoire dans leur enseignement, mais ça leur plaisait. Et ils se débrouillaient très bien, ils parlaient, ils comprenaient, ils avaient fait des séjours, des stages en France. Et ces étudiants, à un moment, on les a pleurus. Et puis, d'une façon ou d'une autre, en ayant de leurs nouvelles, il se trouvait qu'ils enseignaient le français, puis l'allemand, ou le français et le suédois, dans un petit collège d'une petite ville perdue au milieu de la campagne finlandaise. Et ils n'avaient pas de poste. C'était des enseignants vacataires, payés à l'heure. Si on leur donnait 18 heures de cours par 18 heures de cours par semaine, ils étaient payés pour 18 heures par semaine. Mais une fois que les vacances étaient arrivées, plus rien. Donc, c'était des situations qui, socialement aussi, posaient de grandes difficultés. Et quand j'avais cité rapidement tout à l'heure le fait que la société finlandaise est une société égalitaire, c'est qu'il semble, oui, qu'il n'y a pas d'aussi grande différence en Finlande qu'en France entre la situation de quelqu'un qui travaille dans un magasin comme vendeur ou vendeuse, et puis quelqu'un qui a un poste d'ingénieur dans une grosse entreprise. C'est ce que disent les gens de classe moyenne supérieure. Il n'y a pas de différence sociale. Mais dans les banques finlandaises, à l'époque où il y avait encore dans les guichets, beaucoup de guichets avec du personnel, 10 guichets sur 11 étaient occupés par des femmes. L'homme qu'on voyait au guichet, c'était un stagiaire. 3 ans plus tard, il allait se trouver un bureau au premier étage. Donc, il y a quand même des différences entre le statut pour les femmes et pour les hommes. Ce n'est pas affiché, mais ça se remarque. D'autre part, si il n'y a pas de grosse différence dans le statut social des gens en Finlande, il y a pourtant beaucoup de situations où on voit quelque chose qui change. Et ça choque certaines personnes, que ce soit des étrangers vivant en Finlande ou des Finlandais.
Vous avez entendu parler du sauna finlandais. Normalement, en Finlande, à cette heure-ci, je serai au sauna. Puis j'irai plonger dans le lac glacé qui se trouve à côté. Bon, bien à Montargis, le lac n'est pas gelé, il fait trop chaud. Mais au sauna, on y va dénudé. On y va en tenue d'Adam pour les messieurs, en tenue d'Ève pour les dames. Il y a des salles pour les messieurs et des salles pour les femmes. Mais je connaissais pas mal de saunas où j'avais des copains. Et même ces gens, tout nus, dans le sauna, en train de suer de la même manière, parce que c'était pour ça le sauna, pour suer. Eh bien, lorsque certaines personnes rentraient dans le sauna, tout d'un coup, la bonne ambiance, l'esprit agréable, de bonne compagnie qui avait régné jusque-là, tout s'éteint. Cette personne qui avait rentré, j'étais un des directeurs ou un des ingénieurs principaux d'une grosse usine du coin. On ne le connaissait pas, mais ça se voyait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, je termine. Ouais. Donc, les situations de burn-out, ça se retrouve aussi dans d'autres pays, dans d'autres situations. Mais ce qui est important à voir, c'est que les différences sociales, des frustrations, n'aident pas à régler le problème. Et est-ce que le burn-out n'est pas un phénomène social ou un phénomène purement personnel? Merci beaucoup. J'ai 3 questions. La première, je pense, adressée à l'un des Riyad ou bien Habib. Pouvez-vous réexpliquer les symptômes de burn-out? Bon, on peut la remettre. Une deuxième question. Alors, il y a 9 symptômes standards. Parce que tout le monde qui... Les gens qui sont en burn-out, on leur apprend pas. Quand ils décrivent les symptômes, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes symptômes. C'est pas allumé. Si, si. Pas de stress. Pas de stress. Les machines, pas de stress. Oui, et le burn-out des machines, ça on en parlera la prochaine fois. Je rajouterai une slide. Oui, donc ressentir l'anédoïne. L'anédoïne, c'est quand vous perdez le goût, vous n'avez de goût à rien, vous n'avez envie de rien. Ça arrive, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer d'ailleurs. Baisse de l'estime de soi. Son nom l'indique. On se sent inférieur à tout le monde, à nos collègues, on se sent inférieur. Vous avez tendance à vous rabaisser chaque fois que voilà, une situation, vous vous faites submerger vous-même. Le trouble de la concentration et de la mémorisation. Trouble de la concentration et de la mémorisation. La concentration n'est jamais au rendez-vous. C'est un épuisement cérébral. Donc le cerveau il tourne à une vitesse extraordinaire. Et donc du coup on n'arrive pas à se concentrer. Et si on n'arrive pas à se concentrer, on ne peut rien retenir. Donc on ne peut pas mémoriser. L'asthénie qui est la fatigue excessive, surtout le matin. Alors, vous imaginez quelqu'un qui se lève le matin, il est déjà fatigué. Sa journée, comment il va la passer? Il y a une explication pour ça, mais si on rentre trop dans le détail, on va se noyer. Là, cette personne, au lieu de se réveiller avec le cortisol, elle va dormir avec le cortisol. C'est-à-dire son cycle, il est inversé. Donc, ce qui nous réveille le matin, c'est le cortisol. Ce qui nous endort, c'est la mélatonine. Alors, ils n'ont pas de mélatonine le soir parce que la mélatonine, il faut qu'il y ait la sérotonine pour la déclencher. Je vous parle rapidement. Alors, notre cycle, le rythme circadien, il est connu et facile à retenir. On se réveille le matin avec le cortisol. Tac. Il remonte à un seuil qui va nous réveiller. On se réveille. On démarre notre journée avec la dopamine. La dopamine, c'est dopant. C'est ce qui nous met en action.
pour avoir de l'énergie, l'adrénaline, mais toujours à des valeurs normales. Hein. L'adrénaline, on passe à l'action, on fait notre boulot. Quand on fait notre boulot, on est satisfait. Notre corps, il va sécréter la sérotonine, qui est l'hormone de plaisir, de satisfaction. Et la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine pour pouvoir dormir le soir. Donc mélatonine le soir, après cortisol pour se réveiller, dopamine, la motivation, adrénaline, l'action, sérotonine, satisfaction, et ainsi de suite. Si on est dans ce cercle, normalement, on dort bien et on travaille bien. Ces gens-là, ils dorment parce qu'ils sont inquiets, ils sont anxieux. Donc le soir, ils ont un taux de cortisol qui est élevé, qui les empêche de dormir. Alors si vous faites une nuit blanche, ne posez pas trop la question. Vous avez du cortisol qui est au-dessus de la normale. Et puis, ça va aller comme ça toute la nuit. Et le matin, vous n'allez pas vous retrouver avec l'adrénaline, enfin, dopamine. Non, ça va tout chambouler votre cycle. Et donc, il faut trouver un moment dans la journée pour briser ce cercle vicieux et remettre la pendule. Il faut stimuler la glande pinéale. C'est pour ça, il y a des détails. La glande pinéale, c'est ce qui permet de réguler ce cercle. Et l'ennemi de la glande pinéale, c'est le cortisol. Il va même aller grignoter les neurones. C'est pour ça on est en danger. Ce que j'ai essayé de l'expliquer pour pas trop vous faire peur, mais vraiment c'est un conseil à vous donner aujourd'hui. Évitez le stress. Évitez de vous stresser vous-même parce que ça vient de vous. Il n'y a rien de l'extérieur qui... C'est vos idées. Vous vous en faites trop d'histoires pour si peu d'heures. Trouble du sommeil, on en a parlé. Baisse de la libido, ça vous connaissez. L'humeur morose. Ben oui. Et les idées suicidaires. On n'en vit pas, heureusement. Bah si, vous on est stressé. Ah bah ça, oui. Parce qu'en fait, cette histoire-là, ça part avec les émotions. Parce que si on actionne le mental, on va faire ceci ou cela, on est perdu. On met nos pendules à 6h30. Les mecs peuvent me comprendre. Voilà. Donc ça c'est vraiment ça. Ça passe avec les émotions, avec les sentiments. Il y a aussi l'ocytocine, qui est l'hormone du désir. Et là, il y en a beaucoup qui vont être contents, parce qu'on a fait des IRM avec des électroencéphalogrammes, et sur des gens, on a fait passer des photos de gens, des femmes, des jeunes, et dans les photos, on a glissé la photo de sa propre femme. Et comme par hasard, l'ocytocine a augmenté au moment où on a vu sa propre femme. Donc c'est pour ça va faire plaisir à certains. Donc c'est peut-être l'hormone de la fidélité aussi. Mais ça, c'est parmi... Vaut mieux ça que la voisine. Donc voilà, tout ce que j'ai voulu attirer votre attention, c'est que aujourd'hui, la psychologie, oui, respect, mais aujourd'hui, il s'agit plus de la neurochimie du cerveau. On agit à travers nos neurones et nos neurotransmetteurs. Tout s'explique. Quand vous rougissez, il y a des hormones qui sont sécrétées à ce moment-là, et en fraction de seconde. Quand vous avez peur, pareil, vous allez sécréter des émotions. Quand vous avez envie de quelque chose, l'ocytocine. Quand vous êtes satisfait, sérotonine. Quand vous avez mal, la prostaglandine. C'est la neurochimie du cerveau. C'est juste, oui. Je vais juste dire que voilà, tous ces hormones ou neurotransmetteurs, on sait un peu comment ça agit, mais c'est très complexe et très compliqué. L'ocytocine fait contracter l'utérus de la femme pour s'accoucher. L'ocytocine est sécrétée par les cellules pour fabriquer du lait. C'est la femme qui ovule. Donc la même hormone, elle peut avoir des effets différents sur le corps. Donc c'est complexe. Hein. La dopamine peut parfois être apaisante et parfois peut-être participer à certaines réactions chimiques. Donc c'est très complexe. Voilà. C'est pas on va donner un peu un médicament, par exemple, qui bloque cette hormone, qu'on va se sentir heureux ou pas heureux. Voilà. C'est juste une remarque. Merci de cette précision. Et puis après, les idées suicidaires, donc ça aussi, il y a des gens qui pensent, vous savez, j'en ai marre, il n'a qu'à choisir la méthode.
Et là, dès que, même dans votre entourage, vos collègues au travail, si jamais vous entendez des choses comme ça, faut agir, faut en parler, faut attirer l'attention. Alors les gens qui sont en burn-out ne se rendent pas compte forcément. On ne se rend pas compte. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte. On va mal, mais on ne peut pas se rendre compte. Les gens qui sont en burn-out, c'est les gens qui sont bosseurs, généralement. C'est les gens qui sont consciencieux. C'est pour ça qu'ils s'épuisent, parce qu'ils travaillent plus que les autres. Ils essaient de se rattraper, de chercher une satisfaction, de chercher une reconnaissance de la part de leur direction. Oui, exactement. Et donc, c'est pour ça, ils sont exigeants avec eux-mêmes, ils vont travailler plus, ils vont s'épuiser physiquement et moralement. Donc, c'est vrai que c'est grave ce qui se passe. Mais là, aujourd'hui, bon, on peut remédier à tout ça, on peut prévenir surtout. Mais oui, parce que... quand tu es face à quelqu'un qui est dans ce cercle infernal, oui. D'accord, et que cette personne, elle est consciente qu'elle est dans ce plan, je crois que l'entend. Vous n'entendez pas. Mais ça fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai des acouphènes. Donc, il faut que j'aille le voir. Je prends d'autres. Oui, je disais, quand on est face à quelqu'un qui a conscience de ce cercle infernal, qui sait qu'elle est en dépression, et comment nous, on peut aider? Hormis avoir une écoute bienveillante, oui. On cherche souvent à faire, mais... Une écoute bienveillante. Oui. Après, c'est je l'ai dit tout à l'heure, la gratitude. Il faut vraiment valoriser la personne. Il faut l'encourager. Même si ses résultats, parce que moi j'ai fait sur l'entreprise, même si les résultats ne sont pas bons, si on va regarder le verre à moitié plein, moitié vide, alors prenez un verre plus petit, vous allez voir, et ça va se remplir. Vous mettez le contenu dans un petit verre, et ça va le remplir. Allez, non, mais ça peut suffire, c'est-à-dire, je suis en train indirectement de dire que ça peut suffire dans certaines autres circonstances. Maintenant, oui, l'encourager à se valoriser lui-même. Racontez-lui les belles histoires que vous avez vécues ensemble, ce que vous connaissez sur lui, pour lui rappeler qu'il a réussi déjà dans sa vie à plusieurs reprises. Il y a des succès. Sinon, si vous ne pouvez rien, vous voyez qu'il est en train de se retourner sur lui et que vous ne pouvez rien faire, vous l'emmenez chez le médecin. Lui offrir un voyage aux Maldives. Ouais, si on peut, ce sera nickel. Mais aux Maldives, si on n'a pas la tête à ça, quelqu'un qui si on n'est pas préparé, heureux, il va profiter, il va adorer. Quelqu'un qui vient de se faire licencier, par exemple, il ne va pas voir les choses de la même manière. Il ne va pas pouvoir profiter. C'est ça le truc, c'est que voilà, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, sinon emmenez-le voir son médecin, et puis vous ne pouvez pas faire autrement. Question? Deuxième question, c'est pour l'éducation nationale. Quelle est la réaction de l'éducation nationale sur le burn-out et le burn-out? Ils sont dépassés. Oui. Ah, l'éducation nationale. Ah, oui. Je suis membre de l'éducation nationale, mais je ne représente pas l'éducation nationale. Sinon, on va finir par vous détester. Ce que tu m'as demandé. C'est un inconnu ou une inconnue. Hein. Aujourd'hui, c'est... L'éducation nationale. Alors, c'est vrai qu'on a été obligé, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, il y avait une sorte d'omerta là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait la NGEN, qui avait deux centres spécialisés en France, qui étaient des sortes de maisons de repos. Donc tout ça était caché sous couvert médical quand les collègues n'allaient pas bien, mais on n'en parlait pas ou peu. Il y avait une sorte d'omerta. Je dirais que ça s'est beaucoup démocratisé tout ça, parce que finalement tout le monde en parle maintenant, parce que petit à petit, tout le monde a conscience qu'on peut être touché, indépendamment, comme j'ai dit tout à l'heure, de son statut, de sa force de caractère, de ses croyances, de ses prédispositions ou pas. Et c'est ça qui est important. Alors, petit à petit, le monde médical a fait des progrès. Nos médecins conseils ont fait des progrès. Je dirais le tuilage entre le diagnostic et la thérapie derrière se fait mieux. On a mis en place, par exemple, ce fameux réseau PASS, PA2S,
qui permet à des gens d'enclencher une thérapie sans avoir à débourser de l'argent. Parce que je ne sais jamais qu'il peut y avoir des difficultés financières. Donc on a droit à 3 consultations gratuites avec un psychologue. Tout ça marche bien. Encore faut-il être au courant de toutes ces procédures. Alors on peut l'être quand on a des activités, je dirais, extra-établissement scolaire comme moi. D'autres collègues ne le savent pas, ce qui est dommage, parce que les ressources existent et existent de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui est de mieux en mieux maîtrisé, diagnostiqué, et à mon avis, ce sera encore plus dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on trouve de moins en moins d'enseignants. Le vivier d'enseignants se réduit au chaque main. Dès qu'un prof de maths ou de sciences physiques est absent, le remplacer est un vrai problème. Alors dans une ville universitaire ou sur Paris, c'est pas trop un problème. À Montargis, c'est un problème. Trouver un prof de maths actuellement à Montargis, c'est difficile. Trouver un prof de lettres, c'est difficile. Donc, l'éducation nationale a tout à gagner à chouchouter ces personnels qui ont un problème de santé. C'est vrai que d'un côté, on est intérêt, on traite mieux, et puis de l'autre côté, on met quand même en place des choses qui sont quand même très anxiogènes. La réforme du bac, je ne la mets en place parce que je suis obligé. Mais quand je vois par exemple les élèves de première et terminale qui vont être constamment sous évaluation avec ces fameuses E3C, dont vous avez tous entendu les bienfaits à la télé et à la radio, je ne sais pas ce que ça peut donner. Et chez les enseignants et chez les élèves. Je l'ai dit d'ailleurs en conseil d'administration il n'y a pas longtemps. J'ai dit clairement ce que je pensais. Voilà, on le met en place et à nous de le mettre en place de façon à ce que ça soit le plus indolore et le plus digeste possible. Mais c'est un problème. Voilà. Mais c'est un problème qui n'est pas négligé et qui n'est pas nié. Merci. La dernière question. Pression sur les travailleurs. Plus de résultats avec moins de moyens. Management à l'anglo-saxonne. Auto-évaluation, profession. Est remise en cause continuelle du cadre et des conditions du travail. Comment atteindre les objectifs? La question: n'y a-t-il pas un mal de la société actuelle? Et alors, quelle possibilité de traitement personnel? Un de vous, 3. Alors au niveau de l'entreprise, vous parlez de la pression, c'est ça? C'est un mal de la société actuelle. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est bon. L'entreprise, l'hôpital, partout. Un mal général. C'est le phénomène sociétal, c'est la société de consommation qui fait que qui fait qu'il y a plus d'exigences de travail et moins de moyens. Oui. Voilà. Comment est-ce que d'abord c'est le... De toute façon, c'est une interaction entre les deux principes. Le principe, exigence de coût de travail sans moyens, là on va dans le mur, quoi. Voilà. Si pour des grands résultats, il faut des grands moyens. Einstein disait, si on refait la même chose avec les mêmes moyens, on tombe sur le même résultat. S'il veut avoir le même résultat, il n'a qu'à pas changer les moyens. Donc maintenant, c'est aux dirigeants, c'est à la société de mettre les moyens à disposition, même ne serait-ce que des formations. Une formation sur une nouvelle technique ou sur une nouvelle approche. La formation ne concerne pas que les salariés. Les managers aussi, donc il faut qu'il y ait des formations régulières, périodiques, pour se mettre à jour par rapport à l'exigence du marché et du travail. Et aujourd'hui, beaucoup font appel à des coachs. Le coaching, ça suffit, parce que le coaching, il ne va pas vous imposer des techniques. Il va étudier votre façon de travailler, vos conditions, et il va, d'après vos propres ressources, vous montrer comment les optimiser. Vous voyez, donc c'est la seule, pratiquement, c'est la seule solution que je vois, avec moins de moyens et donner des meilleurs résultats. Il n'y a pas mieux que d'embaucher des coachs. Comment vous pouvez améliorer ça? Et bien, d'après vos moyens, vous allez proposer une solution. Et cette solution, il
il va y avoir un accompagnement pour la réalisation. Tout à fait. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions par SMS? Non. Non. Et bien, sur ce, je vais faire le contraire du début. Vous allez commencer à dire votre dernier mot, vous aussi, docteur, et on finira par monsieur Marian. Avec mon dernier mot. Dernier mot. Pour clore cette, conférence. Merci déjà d'être venu. Je suis content d'être parmi vous, de partager justement cette expérience. Et puis n'hésitez pas à revenir si vous avez des questions ou si vous voyez il y a des gens autour de vous qui sont dans cette souffrance, qui n'osent pas en parler, ils gardent leur mal pour eux. Là, c'est pas bien. Après, ça a un impact sur eux, ça a un impact sur l'environnement, enfin sur la famille peut-être, et puis l'entourage. Donc essayez de les aider, de faire quelque chose. Parlez-en. Merci. Merci. On a un Ça reprend des solutions comme ce qu'il fait du plus, c'est pas le but de Ah bah c'est pas le but, il fait pas de la pub aujourd'hui. Il va laisser des cartes pour ça. Merci à tous. Alors moi je suis toujours très content quand j'apprends quelque chose. Alors ça c'est pas étonnant, hein, je suis enseignant. J'ai pu mettre quelques mots complémentaires sur, et je vous remercie, hein, sur des petites choses que je sentais intuitivement. Et je pense que déjà dans sa vie, si on a la soif d'apprendre, la soif de comprendre, la soif du respect de l'autre, et puis savoir accepter qu'on n'a pas la solution à tout, tout le temps, eh bien on met quelque part des petits freins aux problèmes qu'on pourrait rencontrer. Et puis surtout, et alors ça c'est pour ceux qui me connaissent, c'est important, avoir confiance en l'autre et respecter l'autre. Parce qu'on est dans un monde où il faut toujours être parfait, il faut toujours être en représentation, il faut toujours avoir la tête du premier de la classe, du vainqueur. Moi je suis toujours épaté quand je me pointe dans une réunion au conseil régional et que mes collègues me disent « Mais Philippe, t'as pas mis le costard et la cravate ?» Et je leur dis « Bah écoutez, mettez un costume à un âne, ça reste un âne. » Ça c'est beau. Non, je le pense, hein, viscéralement. Viscéralement, il faut aimer être ce qu'on a envie d'être et surtout avoir des convictions dans le respect de l'autre, la différence. La perfection n'existe pas, je l'ai entendu tout à l'heure. Je peux des fois le dire quand j'ai envie de provoquer, que la seule chose parfaite que je connaisse sur Terre, c'est moi. C'est une provoque, parce que viscéralement, je sais que c'est pas le cas. Et ceux qui me connaissent le savent. Mais voilà, aller de l'avant, apprendre, et puis de temps en temps, le lâcher prise, c'est quand même fondamental. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Si, pour qu'on vous entende. C'est bon. Bon, je vous remercie pour votre présence. C'est moi vous exprimer un petit peu le burn-out en milieu hospitalier. C'est comme tous les problèmes complexes, ça nécessite des solutions multiples. Souvent c'est sur un doute à côté. Donc l'aide qu'on offre aux amis, l'écoute, même si ça ne nous paraît pas grand-chose, mais à l'échelle d'une personne, c'est bien, je pense, la solution pour surmonter les difficultés. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez affiché donc, les coordonnées de M. Riyad Azouz. Donc il est à Saint-Maurice. Sur Fessa. Sur Fessa, voilà. Prenez note. Et n'hésitez pas de le contacter pour plus de, surtout un conseil. Voilà, juste, il sera toujours à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation. C'était très enrichissant. Et voilà, je vous invite à prendre le pot de l'amitié. Voilà, merci bien. Merci à toi.